M'ont rejoint sur le plateau Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre, coordinatrice de la gauche républicaine et socialiste, c'est important aujourd'hui. Agnès Evren, bonjour, merci d'être avec nous, sénatrice Les Républicains de Paris. Charles Sapin qui continue de nous accompagner et Arnaud Benedetti. Marie-Noëlle Lienemann, le Parti socialiste n'a pas appelé à manifester aujourd'hui. La France insoumise, les écolos, le Parti communiste, pas le Parti socialiste. Pourquoi? Vous jugez que c'est prématuré comme manifestation? Alors vous savez que je ne suis plus au Parti socialiste, mais je fais partie de la gauche républicaine socialiste qui n'a pas appelé ces militants qui feront leur choix personnel à y aller. Pourquoi? Parce que je crois que le thème de la destitution d'Emmanuel Macron, qui était en filigrane à l'origine avec les mouvements de jeunesse qui, eux, ont raison de se mobiliser au regard de la rentrée et de la situation, ne nous paraissait pas être la bonne stratégie et la bonne méthode. Autant une manifestation de protestation sur l'attitude d'Emmanuel Macron pourrait avoir du sens, même si elle est plus de témoignage que d'efficacité, mais il y a des manifestations de témoignage qui comptent. Parce que ce qui est vrai, c'est quand même, moi ce qui me frappe le plus dans la période, c'est quand même qu'Emmanuel Macron s'est mis en situation dès le début, pour la recherche d'un Premier ministre, de bafouer le Front républicain. Parce que, qu'ils disent, quand ils commencent à fermer toutes les portes, pas la France insoumise. Bon, d'ailleurs, ils ont fini par dire... Les partis politiques lui disaient. Non, mais attendez, son parti politique. Parce que le seul... Le Rassemblement national disait pareil. Non, mais attendez, ce que je vous parle, c'est qu'on fait un Front républicain. On dit, ce Front républicain, il est là pour éviter que le Front national pèse sur les décisions, ou en tout cas soit déterminant. La première chose qu'il devait avoir, c'est le souci de faire vivre ce Front républicain. Ce qui ne veut pas dire tous les compromis n'importe comment. Mais donc sa priorité, ça devait être d'avancer dans le sens du Front républicain. Or, quand vous commencez à fermer les écoutilles sur « on ne change pas le projet, votre programme Nouveau Front Populaire, nul, il n'y a rien à prendre ». Il n'a même pas dit « écoutez, sur ce Tout ça part quand même de Jean-Luc Mélenchon qui dit « on ne changera pas le programme, c'est le programme et tout le programme, rien que le programme ». Le lendemain, il y avait déjà... au soir de l'élection. Oui, mais le lendemain, il y avait déjà tous ses partenaires qui disaient l'inverse. Donc ça a été l'alibi. Et la deuxième chose, c'est que même quand c'est M. Bertrand, pourquoi il cède à Marine Le Pen? Pourquoi? Parce que Marine Le Pen ne veut pas du rare LR qui a accepté le Front républicain. La réalité, et beaucoup de dynamité avec Xavier Bertrand. Non, mais on s'en moque. La réalité, j'entends bien ce que vous me dites. Mais il va à une alliance de rebours à ça. Et c'est très grave. Parce que ça délégitime à terme la capacité du Front républicain à se remobiliser à certains moments. C'est certain que le Front républicain à l'avenir, il faudra s'y interroger. Et ça, c'est la porte ouverte à Marine Le Pen, qui l'a bien compris. C'est la gauche qui a commencé ces négociations en disant « nous voulons un gouvernement nouveau Front populaire, avec tout le nouveau Front populaire et rien que le nouveau Front populaire. » Non, dès le début... Ce qui était impossible. Bien sûr, c'est de la faute de la gauche. Alors, Agnès Evren, un mot là-dessus, mais après on va avancer parce que je voudrais qu'on se projette un peu. Dès le début, il ne voulait bouger sur rien. S'il vous plaît, Agnès Evren, un petit mot là-dessus et après on avance. Si je puis me permettre, Madame Lienemann, la faute de la gauche, qu'à aucun moment elle n'a accepté de se défaire, de se descotcher de la France insoumise. Et la France insoumise fait peur, et c'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, personne ne veut travailler avec eux. Et il y a un récit qui est raconté, qui est une intox totale. Attendez, je termine, Madame Lienemann. Pardon, excusez-moi. Il y a une intox, et il faut arrêter avec cette intox de dire que le NFP est arrivé en tête et a gagné ces élections. Le NFP, c'était quand même une coalition de briques et de brocs, avec 4 partis qui ne s'entendent sur rien, et c'est une coalition pour se faire élire, mais qui ne souhaite pas gouverner. Et donc, en fait, si on regardait véritablement qui a gagné, il y a quand même 11 millions d'électeurs qui, au premier tour, avaient gagné. Il y a 3 millions de voix au FN, de plus que au NFP. Donc arrêtons cette histoire de dire que le NFP, en gros, s'est fait voler sa victoire, alors que pour le coup, non seulement il ne voulait pas gouverner, que le RN à l'Assemblée est isolé et qu'il est celle qui a pris la responsabilité. On va avancer sur la suite, parce que je voudrais qu'on se projette. Michel Barnier, non, attendez, je voudrais qu'on avance sur Michel Barnier, parce que ces discussions-là, on les a beaucoup eues. Je voudrais qu'on avance sur Michel Barnier. Quel gouvernement? Quelle est la méthode de Michel Barnier? Est-ce qu'il peut y arriver? Juste avant de vous entendre, on va aller voir Agnès Pannier-Runacher, qui est également avec nous. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes député du Pas-de-Calais. Il faut que je dise ex-ministre. D'abord, petite question personnelle, il y a un coup de blues quand on quitte son poste? Moi, je pense que dès le 7 juillet, il était assez clair que la situation allait appeler une évolution assez fondamentale du gouvernement. Encore une fois, le parti ou les partis qui soutiennent Emmanuel Macron avaient
enregistré une défaite électorale. Et effectivement, personne n'avait gagné. Donc, cette situation, j'ai été très largement préparée. Mais c'est vrai que c'est une page qui se tourne après 7 ans. Et c'est une page où le président rentre en quelque sorte en cohabitation avec un Premier ministre qu'il n'a pas choisi parmi les siens. Et dans une configuration politique inédite où nous sommes collectivement, nous les partis du Front républicain, condamnés à nous entendre si on veut avancer et apporter de la stabilité au pays. Vous avez, j'imagine, entendu et écouté avec attention hier Michel Barnier. Qu'est-ce que vous pensez de cette première intervention ? Écoutez, Michel Barnier, c'est d'abord une personnalité politique de droite qui a porté des combats et avec lequel je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses. Et s'il était ce Premier ministre-là incarnant cette droite, je pense qu'il aurait du mal à porter le gouvernement de la France. Et puis Michel Barnier, c'est cet homme d'État qui a été commissaire européen, qui a mené une négociation très difficile qui est celle du Brexit, qui a fait la preuve de sa capacité à trouver des compromis. Et vous savez, quand vous êtes commissaire européen, vous arrivez à faire émerger des textes qui sont votés à la fois par le Parti socialiste européen et l'équivalent de la droite républicaine, c'est-à-dire le Parti populaire européen. Donc je pense que c'est à ce titre-là, et c'est plutôt comme ça que je l'ai entendu hier, puisqu'il a fait des ouvertures. Maintenant, nous, et Renaissance et Territoire de Progrès, que je représente, qui est l'aile gauche de la majorité, eh bien, nous attendons qu'il puisse constituer son gouvernement et surtout nous indiquer sur quoi il veut avancer, quelles sont ses priorités pour pouvoir nous faire un jugement définitif. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous dans Live BFM. Les priorités de Michel Barnier. Hier, il a parlé d'immigration, de justice fiscale, assez peu du pouvoir d'achat. C'est la priorité pourtant numéro 1 des Français. Et il en a parlé, évidemment. Oui. Il a parlé de la revalorisation du travail. Oui. La revalorisation du travail... Ça n'a pas été un point clé de ce qu'il a dit hier. Hein. Ah, c'est dans le pacte législatif. Ce qui est dit systématiquement, et ça a été dit par Laurent Wauquiez quand ils ont eu des entretiens avec Emmanuel Macron... Je tire le fil, pardon, je vous interromps, mais il est engagé par le pacte législatif DLR ? En partie. Pas complètement, puisqu'évidemment, il va trouver des compromis et qu'il va prendre dans son gouvernement, j'ose l'espérer, des élus socialistes. Mais sur la revalorisation du travail, ça a été très clair, c'est qu'aujourd'hui, le travail ne rémunère pas suffisamment en France. Et donc, il faut valoriser le travail au détriment de l'assistanat. Essayer de rapprocher le salaire net du salaire brut. Parce qu'aujourd'hui, sur une fiche de salaire, quand on enlève les charges, eh bien, il ne reste plus rien. Et c'est vrai que ça n'est pas normal que beaucoup aillent travailler et se disent, finalement, c'est mieux de rester à la maison et d'être assisté. Donc, le pouvoir d'achat, évidemment qu'il en a parlé. Et c'est vrai que quand on regarde les propositions qui sont faites, notamment par le NFP, c'est par exemple l'augmentation du SMIC à 1 600 €. C'est une vaste blague, c'est une mesure démagogique dans la mesure où c'est 500 000 emplois supprimés et des PME qui seraient fermées. Vous vous rendez compte, 1 600 € d'augmentation ? Marie-Noëlle Lienemann vous répond. Enfin, d'arriver au SMIC à 1 600 €. Non, mais on a tout le débat de l'élection, où justement, elle nous donne les chiffres, Madame Lefrel, en disant, au deuxième tour, le RN a fait plus de voix que le nouveau... Au troisième tour. Oui, au deuxième tour, 3 pour millions une raison de simple. plus. Mais peu importe, madame. Mais attendez, madame, laissez-moi parlons terminer. Des projets et des priorités des Français. Ne parlons pas des chiffres, parce que les Français, là, maintenant, veulent que le pays avance, madame. Attendez, 30 secondes. Mais regardez, j'ai les chiffres là sur mon téléphone. Attendez, 30 secondes. Je peux parler quand même. Allez-y. Bon, ces chiffres sont évidemment vrais, pour la raison simple, c'est qu'il y a plein d'endroits où il n'y avait plus de candidats nouveaux Front Populaire. Puisqu'on s'était désisté au profit des autres candidats. Donc, je le dis parce que tout le discours de Mme Kevren, c'est la négation de ce qu'on nous a demandé de faire au moment du... Mais il faudrait qu'on parle de pouvoir d'achat. Deuxièmement, vous n'avez pas souhaité gouverner ? Mais arrêtez. Pouvoir d'achat, je voudrais qu'on avance. Pouvoir d'achat, justement, c'est un des points clés. Pouvoir d'achat, hausse du SMIC. Je rappelle que Mme Castex a elle-même indiqué qu'on pouvait le faire éventuellement en plusieurs temps, avec un accompagnement spécifique, notamment pour les PME qui auraient les plus de difficultés. Donc il n'a jamais été dit du jour au lendemain, pouf, truc. Deuxièmement, la thèse selon laquelle l'augmentation des salaires va faire supprimer des entreprises n'a jamais été vérifiée. De la même manière qu'on nous avait annoncé des millions d'emplois
avec la baisse des cotisations, dont on sait aujourd'hui que les seuls ont été créés par l'effet de croissance. Quand je vous entends, donc la Marie-Noëlle vraie Lienemann, question, c'est de créer des richesses et de la croissance. quand je vous entends, j'entends beaucoup de désaccords avec Michel Barnier. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait quand même des personnes de gauche dans ce gouvernement, comme l'a dit hier Michel Barnier? Mais il faut arrêter, faut arrêter les leurs. Je vous laisse prendre une petite goutte d'eau. Madame Borne était soi-disant de gauche. Monsieur Dussopt avait été député de gauche. Donc vous n'y croyez pas. Ce sont eux qui ont fait les réformes les plus scandaleuses, à savoir celle des retraites ou la modification de la SNCF. Oui, quand ça vous met en colère, vous n'avez pas besoin d'eau. Comme vous voyez, ce n'est pas l'alibi de personnalité. J'entends très bien votre argument. De ce point de vue, je reconnais à M. Cazeneuve une vraie dignité, car quand il a demandé, quand on lui a proposé d'être Premier ministre, il a demandé des lignes rouges, des éléments de gauche. Alors, traduis votre phrase. Est-ce qu'il a fait trop de concessions, Michel Barnier? Mais attendez, il n'a pas commencé encore les consultations? Quand il choisit ce matin Jérôme Fournel comme directeur de cabinet, ami du secrétaire général de l'Élysée, ancien directeur de cabinet de Bruno Le Maire, on se dit qu'il y a une continuité qui est en train de s'écrire. Alors, il a parlé aussi de changement et de rupture. Ce sont les termes qu'il a employés. On ne la voit pas là, ce matin dans ce choix. Et il a choisi son directeur de cabinet. Jérôme Fournel était, dans tous les gouvernements, à l'époque de Raffarin, de Dominique Villepin, un conseiller budgétaire. Donc, il l'a dit, il sera un Premier ministre indépendant. Il aura une autonomie. Il bâtira sa feuille de route. Au sens de l'article 20 de la Constitution, c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Il l'a très clairement dit, et je reprends uniquement ces termes. Ça a été vu avec Emmanuel Macron, et on a vu qu'il n'y aura pas de corrélation entre les conseillers de l'Élysée et de Matignon. Ça a été annoncé également. Vous voyez, donc je pense qu'il y a une forme d'autonomie, encore une fois, au sens de l'article 20 de la Constitution. C'est le Premier ministre qui définira sa feuille de route et constituera son gouvernement. Après, on est tous lucides, on n'est pas naïfs. Évidemment, le président gardera certains de ses ministres. Vous êtes en train de nous dire qu'il va mener la politique de ceux qui ont eu 5 à 6% aux élections. Et donc, c'est quand même un problème. Oui, après, moi, je veux bien qu'il consulte tout le monde. Je voudrais répondre la réalité, c'est que vous faites une alliance RN Madame Lienemann. Et droite, et que Emmanuel Macron laisse faire ça.